Eh bien, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent, que nous ne voyons pas, mais qui sont sans doute là grâce à la visioconférence qui est une manière de faire avec cette assignation à confinement. Cette année, en 2020, Cité Philo a invité Mireille Delmas-Marty, comme en 2017, Barbara Cassin avait été notre invitée d'honneur. Une invitée d'honneur, c'est quelqu'un dont le parcours est très fort, très riche et pose beaucoup de questions que nous souhaitons explorer ou remettre en lumière. Évidemment, le programme que nous avions imaginé avec Mireille Delmas-Marty, avec ses invités, notamment Barbara Cassin, mais on retrouvera aussi Guillaume Leblanc et bien d'autres, nous n'avons pas pu le tenir en la présence des uns et des autres et avec la présence du public. C'est un crève-cœur et c'est la raison pour laquelle je remercie très chaleureusement Barbara Cassin et Mireille Delmas-Marty d'avoir généreusement accepté de prendre le temps de cet entretien. Avant de démarrer l'entretien, je vais vous présenter l'une et l'autre. Et avant de vous présenter, je voudrais signaler, parce que ça me paraît absolument passionnant, que le Collège de France, Madame Moneghetti, a diffusé la leçon qui conclut les années d'enseignement de Mireille Delmas-Marty au Collège de France, le diffuse actuellement sur France Culture. C'est une leçon qui s'intitule « Une boussole des possibles, gouvernance mondiale et humanisme juridique ». Elle a été prononcée le 11 mai 2011 et le Collège de France et les éditions du Collège de France ont publié cette leçon sous le même titre, mais augmentée d'une préface écrite par Mireille Delmas-Marty et qui pose la question « Que s'est-il passé depuis 10 ans ?» C'est un petit peu le sens de l'entretien d'aujourd'hui. Alors, Mireille Delmas-Marty, vous êtes juriste, vous êtes professeur honoraire au Collège de France, vous étiez titulaire de la chaire d'études juridiques comparées et d'internationalisation du droit, vous êtes membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. Pour ceux qui le souhaitent, et je le leur recommande, vous trouverez une bibliographie très complète sur le site du Collège de France, bien sûr, et de Cité Philo aussi. Pour la rencontre d'aujourd'hui avec Barbara Cassin, je recommande plus particulièrement quelques ouvrages. Liberté et sûreté dans un monde dangereux, qui a été publié par Le Seuil. Sortir du poteau noir, l'humanisme juridique comme boussole, chez Buchet-Chastel. Moi, je recommande aussi de lire la leçon inaugurale, qui a été publiée par Fayard et le Collège de France, qui s'intitule « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit », parce qu'il y a le programme de cet enseignement, dont Mireille Delmas-Marty a tiré 4 tomes des forces imaginantes du droit, et je recommande tout particulièrement pour l'entretien d'aujourd'hui, Vers une communauté de valeurs. Nous y reviendrons. Barbara Cassin, vous êtes philosophe, philologue, membre de l'Académie française, directrice de recherche au CNRS, vous avez eu la médaille d'or du CNRS, et j'ai envie de citer plusieurs livres pour la conversation d'aujourd'hui. Alors le dernier, que moi j'ai énormément aimé, que vous venez de publier en août 2020, et qui porte le beau titre de « Le bonheur, sa dent douce à la mort », avec comme sous-titre « Autobiographie philosophique ». Ce serait intéressant de citer aussi « Quand dire c'est faire », publié en 2018 chez Fayard, mais aussi « Éloge de la traduction, compliquer l'universel », exactement la question posée dans l'entretien avec Mireille Delmas-Marty. C'est un livre publié en 2016. Je citerai aussi La nostalgie, quand donc est-on chez soi, Ulysse, Aîné, Arendt, publié aux éditions Autrement en 2013. Et je pense qu'il est important de citer cette entreprise que vous avez fondée et que vous avez coordonnée,
Le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles, publié au Seuil en 2004 et augmenté depuis. Vous voilà présentés et vous allez dialoguer toutes les deux sur la question que nous avions choisie initialement avec Mireille Delmas-Marty, la question des droits de l'homme en question, le relatif et l'universel. Et la première question que je vous livre, Mireille Delmas-Marty, porte sur la remise en cause des droits de l'homme. Je cite Justine Lacroix, professeure à l'Université de Bruxelles, et qui décrit le renversement progressif de perspective, puisque dans les années 80, à partir des années 80, elle observe une mise en cause générale des droits de l'homme. Elle vous cite d'ailleurs, Mireille, un article que vous avez signé dans Le Monde en 2017 et où vous dites « Dans les États démocratiques, la montée en puissance des droits de l'homme semblait irréversible et l'état de droit paraissait un dogme inébranlable. » Et vous ajoutez « C'en est désormais fini ». Justine Lacroix commente « Partout les droits sont contestés, l'érosion démocratique est imperceptible mais elle est bien réelle. État d'urgence, déni ou affaiblissement des droits aux non-nationaux, etc. » Et la question que je pose en ouverture, le droit, la philosophie peuvent-ils agir face à l'érosion des droits et si oui, comment? C'est une question difficile parce qu'effectivement, les droits de l'homme sont contestés, la démocratie est en recul. Et je vous en donne simplement quelques exemples. Les droits de l'homme sont contestés quand on a voulu fêter les 70 ans de la Déclaration universelle, donc en 2018. Il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme, c'était une ambiance plutôt morose. Et il y avait même eu cette déclaration de Mme Merkel que si le groupe de rédaction se réunissait maintenant, il est peu vraisemblable qu'il arriverait à une déclaration universelle. Le monde s'est tellement divisé, déchiré, fracturé depuis ces 70 ans. Donc, la situation des droits de l'homme est fragile. J'ai commencé d'ailleurs mon ensemble de cours du collège par un thème qui était les faiblesses de l'universalisme juridique. Et les faiblesses de l'universalisme juridique, là c'était en 2004, n'ont pas cessé de se développer, de croître. Alors ces faiblesses, c'est d'abord le flou des concepts. Quand on lit la Déclaration universelle, on a des principes qui restent à définir. On débat beaucoup en ce moment sur le sens du principe de la liberté d'expression, mais il y a aussi le sens de ce principe majeur de l'article 1 de la Déclaration universelle, qui est la dignité de l'être humain. Comment le définir? Est-ce qu'on est d'accord d'un bout à l'autre de la planète pour une définition commune de la dignité de l'être humain, qui est en même temps le pilier de cette Déclaration universelle? Donc il y a le flou des termes employés, il y a aussi, je dirais, l'ineffectivité des normes concernant les droits de l'homme. Elles sont peu appliquées, elles sont mal appliquées, on n'a pas de procédure de recours partout dans le monde. En Europe, nous avons la chance d'avoir une procédure de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme si un État viole la Convention. Mais même ce recours qui suppose un certain nombre de filtres est discuté à l'heure actuelle et remis en cause. Certains responsables politiques disent il faudra peut-être renoncer à la Convention européenne des droits de l'homme si elle nous empêche de lutter de façon efficace contre la criminalité, notamment le terrorisme. Donc il y a une fragilité dans l'effectivité des normes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis la faiblesse de l'universalisme juridique, elle tient aussi à l'affaiblissement de l'état de droit. L'état de droit, la démocratie, c'est à la fois les droits de l'homme et l'état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel les pouvoirs ne sont pas sans limite. Il y a un état dans lequel il y a un équilibre des pouvoirs. Or, à l'heure actuelle, face à des situations qui sont difficiles, il faut reconnaître,
face à des crises multiples que nous connaissons avec une sorte d'accroissement presque sidérant, parce qu'il y a eu depuis 2001 la crise, on peut dire, liée au terrorisme qui s'est globalisée depuis les attentats du 11 septembre, et avec des piqûres de rappel régulières, si j'ose dire, les attentats de Madrid, les attentats de Londres, les attentats de Paris, de nouveau ce qui nous est arrivé à Paris et en France plus largement ces dernières semaines. Donc il y a la crise liée à un terrorisme qu'on n'arrive pas à éradiquer malgré les promesses, malgré les annonces. Il y a la crise sanitaire maintenant qui nous amène à remettre en cause la séparation des pouvoirs, puisque toutes les décisions doivent être prises extrêmement rapidement. C'est l'urgence sanitaire. Et pour être prises rapidement, elles doivent être prises par le pouvoir exécutif. Le Parlement est très largement dessaisi. Et quand il est saisi, il a tellement peu de temps qu'il a du mal à répondre. Et puis, nous avons aussi progressivement pris conscience de la crise climatique, qui est encore un autre domaine dans lequel la structure habituelle des États compétents sur leur territoire et pas au-delà est à l'évidence dépassée, parce que le climat, ça dépend du monde entier. Un État seul, si puissant soit-il, ne peut pas régler la question du changement climatique par sa seule législation. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'écartèlement à l'heure actuelle entre des crises qui sont de plus en plus souvent globales et qui s'entrecroisent avec un effet qui n'est pas une addition, qui est plutôt une multiplication, qui s'entrecroisent. En ce moment, nous avons à la fois l'état d'urgence sanitaire, les menaces de terrorisme qui n'ont pas cessé vraiment, et puis cette crise climatique, sans parler des montées de revendications sociales qui peuvent amener à une sorte de réanimation du mouvement des Gilets jaunes ou quelque chose d'équivalent. Donc, on a à la fois cette angoisse des crises multiples à répétition et qui s'entrecroisent, et cette paralysie à répondre à l'échec global à des problèmes globaux. Donc, on est dans une période assez inquiétante. Et là, vous me demandez si le droit peut servir à quelque chose, en quelque sorte. Est-ce que le droit peut offrir une réponse? Alors, je dirais d'emblée, le droit, il peut donner des instruments. Il ne remplace pas, il ne doit pas remplacer les choix politiques. Mais il peut donner des instruments pour penser la complexité. Et c'est un des défis actuels, c'est de ne pas vouloir simplifier, revenir à des considérations binaires. Il faut rester dans la complexité. J'aime bien l'expression compliquer l'universel que vous citiez de Barbara Cassin. Il faut en effet penser non pas une sorte d'opposition binaire entre le relatif et l'universel. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est pas le relatif ou l'universel, c'est le relatif et l'universel. Et je crois en effet que le droit peut offrir des instruments pour complexifier la situation dans deux perspectives. D'une part, le pluralisme ne peut pas rester un simple pluralisme de juxtaposition, parce qu'à ce moment-là, c'est le désordre. Mais le pluralisme n'a pas non plus à disparaître au profit d'un universel en surplomb. Donc on peut imaginer, c'est ce que nous donne comme instrument juridique la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, on peut imaginer un pluralisme ordonné. Et ordonné comment? Ordonné par coordination, c'est le fameux dialogue des juges, ou ordonné par harmonisation, c'est ce qu'on fait dans l'application des traités européens quand on rapproche les législations, par exemple sur le terrorisme ou sur le changement climatique, quand on rapproche les législations les unes des autres sans les uniformiser, sans les unifier. Et puis,
on peut encore ordonner le pluralisme en allant jusqu'à une sorte d'humanisation réciproque, en développant des concepts qui sont au carrefour des différentes cultures. Ça, c'est ce que j'appelle ordonner le pluralisme. Mais il y a l'inverse qui est important aussi, et pour lequel le droit offre des instruments, c'est, je dirais, contextualiser l'universel. C'est-à-dire qu'on a des principes communs, que ce soit au niveau européen avec la Convention européenne des droits de l'homme ou au niveau mondial avec la déclaration, les pactes de l'ONU qui ont suivi et tous les instruments qui existent. On a donc des principes universels, mais dans la mise en œuvre de ces principes, on peut reconnaître des marges nationales d'appréciation. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé, en quelque sorte, par les juges d'abord de la Cour européenne des droits de l'homme et puis ensuite par le législateur, puisqu'on a écrit un protocole additionnel à la Convention. Et ça permet à la fois d'avoir des principes communs et de ne pas uniformiser l'ensemble. Et je crois que d'une certaine manière, ça permet de contextualiser, donc de rétablir ce qui est propre à l'histoire de chaque pays, à sa géographie, à sa culture, sans pour autant renoncer à avoir quelque chose en commun. Je crois que ça, c'est une piste qui peut être utilisée dans les différents domaines que j'ai énumérés. Et c'est peut-être une réponse compliquée, mais en réalité, on peut la rendre plutôt complexe. C'est-à-dire que la différence entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe, c'est que la complexité, c'est l'interaction et elle donne quelque chose de nouveau. L'interaction entre les différences débouche sur une solution nouvelle. La complication, on surajoute. On surajoute sans faire interagir. Et ce qui est intéressant dans le défi qui nous est lancé actuellement, c'est d'essayer de faire interagir les différents jeux de normes, que ce soit les normes nationales, les normes infranationales, les normes supranationales régionales ou les normes mondiales. Et on a des domaines dans lesquels c'est peut-être plus visible encore que le strict domaine des droits de l'homme. C'est au fond tout ce qui touche à un autre concept universalisable, sinon universel, qui est le concept de biens communs mondiaux. Bien commun de l'humanité, mais même au-delà de l'humanité, bien commun aux humains et aux non-humains. Donc on a peut-être une sorte de déplacement de l'universel avec cette apparition qui est liée à la globalisation des risques. À partir du moment où les risques sont globaux, eh bien, il faut protéger ensemble alors les biens communs que sont, par exemple, la santé, et je pense bien sûr à la pandémie actuelle, mais qui est aussi le climat. Donc, on voit avec ce concept de bien commun mondial apparaître peut-être un autre type d'universalisme qui apparaît à travers les réponses juridiques, mais qui peut-être, du point de vue philosophique, relance aussi à sa manière la question de l'universalisme. Je ne sais pas si Barbara est d'accord avec cette question que je me pose, que je nous pose. Oui, je suis d'abord d'accord avec le diagnostic qui est imparable, le diagnostic du cumul des crises et du fait qu'elles ne s'ajoutent pas les unes aux autres, mais plutôt elles se potentialisent. Et que, enfin, l'image que j'ai en tête, c'est il faut deux névrosés pour faire un psychotique. Voilà, en gros, il faut deux parents névrosés pour faire un psychotique. Et ben, avec plusieurs crises cumulées, on a un monde dangereux. Voilà. Donc, je crois qu'on a la même perception de l'actualité comme dangereuse, qui est au fond mise en lumière très simplement par les dirigeants actuels, par un grand nombre de dirigeants actuels. Bon, on est peut-être débarrassé de Trump, mais Bolsonaro, Modi, et j'en passe. Donc là, il y a un danger, disons, réel, potentialisé par
un pouvoir, si je dis comme je le pense, aux mains de fous. Bon. Donc on est d'accord sur le diagnostic qui est extrêmement je sais pas comment dire, impératif. On n'a pas le droit de ne pas le voir. Et pourtant, je me suis toujours méfiée des oiseaux de malheur. Je souhaite vraiment ne pas en être un. Et je trouve que on fait arriver le malheur en parlant. On fait arriver les guerres en parlant. Il y a de l'ordre de cette politique-là, elle est très performative. Donc, j'arrête. Alors, j'ai toujours été extrêmement passionnée par le droit, d'une part, la médecine de l'autre. Je veux dire, dans les deux cas, il s'agit de cas, justement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des normes, il y a des validations et il y a des principes. Mais il y a également une porosité du cas. Et lorsque j'ai lu, par exemple, alors vous citiez tout à l'heure, Véronique, les forces imaginantes du droit. Moi, le tome qui m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est le relatif et l'universel. Et je l'ai senti comme quelque chose de tout à fait affine à ce que j'essayais de fabriquer en philosophie. C'est-à-dire, non pas oui, non, et non pas non plus une absence de normes ou une mollesse des normes, mais une porosité des normes, et une porosité des normes à l'ambiant, ce que les Grecs appellent le kairos, c'est-à-dire qu'il y a une temporalité longue, et puis il y a des temporalités et des localisations qui viennent agiter, faire réagir cette temporalité longue et la faire inventer, la faire imaginer justement. Le kairos est la force même imaginante par excellence. Le kairos, vous savez, ce jeune homme avec des ailes aux pieds qui a une grande mèche de cheveux sur le devant et chauve par derrière. Donc il faut la saisir, cette occasion. Il faut la saisir par les cheveux. Bon. Et pas la laisser passer. Donc ce rapport-là entre la temporalité longue et la temporalité kaironique qui vient instruire et donner sa légèreté et son inventivité au temps, ça me paraît quelque chose qui a à voir avec ces disciplines aristotéliciennes par excellence, d'ailleurs, que sont le droit, la justice, le droit et la médecine. J'ajouterais, mais ça serait plus compliqué à défendre, et c'est tout un autre discours, la rhétorique. Et, du coup, Barbara et Mireille, juste sur ce que vous venez de dire, et l'une et l'autre d'ailleurs, sur la complexifier l'universel ou cette notion aussi de bien commun qui a été évoquée par Mireille, de biens communs mondiaux, pour moi, cela touche aussi à une réflexion que vous avez menée dans le dictionnaire européen des philosophes. Oui, voilà, j'y arrivais. J'avais très envie d'en parler. C'est-à-dire que, voilà, précisément, mon modèle, quand je me mets à parler comme ça, mon modèle, c'est la traduction. C'est-à-dire le moment où, comme disait Mireille, il y a un complexe parce qu'il y a de l'interaction et non pas un surplomb. Il y a une interaction entre et avec et non pas un surplomb. Il n'y a pas d'universel de surplomb, mais il y a une fabrication de rapports. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte d'humanisation réciproque dans cette fabrication, dans ces interactions? Oui, tout à fait.
Et le contraire du surplomb, c'est une interaction qui fait que tout est en mouvement. Ça rejoint aussi la question des temporalités. Absolument. On a tendance à voir le droit comme un ensemble statique, figé, la métaphore de la pyramide des normes. Oui. C'est pas du tout ça, correspond pas du tout à la réalité telle qu'on peut l'observer. Alors, je suis tout à fait très sensible à ce que vous venez de dire en même temps sur le temps. Et puis sur le paradigme de la traduction, alors effectivement, c'est une image, plus qu'une image, c'est le paradigme lui-même de la traduction, c'est en fait je crois que c'est Ricoeur qui disait ça, c'est un miracle, la traduction, parce que c'est faire du commun avec du différent. Oui. Et c'est ce dont on a besoin dans le champ juridique, faire du commun avec du différent, sans que les différences disparaissent, mais pour que le commun puisse coexister. Absolument. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme définition de la traduction, moi je dis, c'est un savoir-faire avec les différences. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en effet, on produit, alors, commun, c'est un peu compliqué parce que ça a beaucoup de sens différents. On met en commun une pratique et on peut parvenir à passer de l'une à l'autre, disons, d'une langue à l'autre, d'une entité à une autre, en effet. Mais je dirais que ce qu'il y a de plus commun, c'est le entre. C'est pour ça que là, je suis en train d'écrire avec Daniel Wozny, qui travaille avec moi. Enfin, nous travaillons ensemble dans une association que nous avons créée qui s'appelle Maison de la Sagesse Traduire, et nous sommes en train d'écrire un petit livre pour expliquer ce que c'est. Et ce petit livre, le sous-titre de ce petit livre, c'est Entre et avec. Et ça me paraît extrêmement important par rapport au droit même et par rapport aux pratiques juridiques et aux pratiques, disons, auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui, c'est-à-dire notamment la pratique de l'accueil, qui est essentielle. Donc, comment est-ce qu'on accueille ? Eh ben, on accueille en faisant remplir des questionnaires. Nom, prénom, date de naissance. Il n'y a rien de plus simple. Il y a rien, je dirais, de plus droit, dans tous les sens du terme droit. Hein ? Ben oui, on a le droit de savoir comment vous vous appelez quand même. Nom, prénom, date de naissance. C'est le b.a.-ba du citoyen et de l'individu que nous accueillons. Sauf que nom, prénom, date de naissance, ça va pas du tout de soi. Et ça, c'est déjà un universel de surplomb. Quelque chose qui est complètement lié, c'est l'universel de quelqu'un, notre universel, notre pouvant être plus ou moins large. C'est-à-dire que quand vous demandez, je sais pas moi, à une femme malienne comment elle s'appelle, c'est compliqué. La différence entre le nom et le prénom va pas de soi. Est-ce qu'elle a son nom, le nom de son mari, le nom de son père, le nom de son oncle, comment ça se passe? Et sa date de naissance, c'est quoi? D'abord, est-ce qu'elle la connaît? Non, pas nécessairement. Et si elle la connaît, est-ce qu'elle peut la dire? Non, pas nécessairement. Et il se trouve qu'au lieu de dire date de naissance, on dit plutôt Nevers. Et que, en travaillant à Aubervilliers, avec les gens qui accueillent et de l'état civil, tout d'un coup, ils se sont dit « Ah ben on comprend pourquoi ils sont tous nés le 31 décembre ou le 1er janvier. » Mais c'est quand même, voilà un savoir-faire avec les différences. Est-ce que dans l'accueil, il n'y a pas aussi l'idée d'échanger? Bien sûr. Pas unilatéral. J'aime bien, je crois que c'est Édouard Glissant qui disait quelque chose comme « changer en échangeant ». Absolument. Sans me perdre ni me dénaturer. C'est-à-dire que, au fond, c'est la différence là aussi avec un commun qui serait en surplomb. C'est que oui. Là, c'est un commun qui remonte des différents et qui se fabrique, qui s'élabore, qui change d'ailleurs, qui est très évolutif. C'est pour ça que j'avais choisi pour contrer la métaphore de la pyramide, qui me paraît plus du tout adaptée. J'avais proposé la métaphore des nuages. Oui. Parce que le commun, il ressemble un peu à un nuage. Quand on a fini de dessiner un nuage, eh ben, il a déjà changé de forme. Donc,
ça rejoint l'idée des nuages. Donc, derrière les nuages, qu'est-ce qui forme des formes, qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui constitue le nuage? Eh bien, c'est le vent. Et donc, à travers cette idée de changer en échangeant, sans me perdre ni me dénaturer, il y a aussi une ouverture à la question des vents, c'est-à-dire ce qui nous fait changer et comment ces changements peuvent s'inscrire dans une certaine continuité. Et là, je crois que l'accueil, c'est une occasion justement pour introduire déjà une certaine réciprocité. Absolument. La hôte, c'est un terme réciproque. Hein. Oui. Vous êtes l'hôte et je suis votre hôte. Vous êtes mon hôte et je suis votre hôte. Je vous hospite et vous êtes mon hôte. Donc effectivement, d'ailleurs c'est extrêmement beau. Xénos, bon, Jacques Derrida en a beaucoup parlé. C'est celui qu'on accueille et celui qui accueille. L'hospitalité est toujours réciproque. Dans les deux sens. Dans les mots, et avec cette nuance qu'en latin, et nous sommes des latins aussi, ou peut-être d'abord, c'est pas loin de hostis. Hospes, celui qui accueille, et puis celui qui arrive en face, ça peut être hospes hostis, c'est-à-dire un ennemi. Donc c'est autour de ça qu'il s'agit de travailler. Et bien entendu, dans les glossaires dont je parle, que nous essayons de faire, les glossaires de l'administration française, ils sont faits pour ceux qui arrivent et pour ceux qui accueillent, dans les deux sens, ceux qui sont accueillis et ceux qui accueillent. Il y a un apprentissage commun qui modifie, c'est ça le savoir-faire avec les différences. Pour l'une et pour l'autre, que ce soit en philosophie, dans le langage, à la fois il faut accueillir Babel, une sorte de brouhaha des mots, des langues et des expressions, ce que j'appellerais le pluralisme. Mais je pensais à la notion de souveraineté ou à la notion de territoire. Comment faire en sorte que cet équilibre entre le commun et le spécifique ou le variable ou l'imprévisible s'articule, parce que il y a cette difficulté à vivre en permanence dans ce qui bouge, dans ce qui est imprévisible, voilà. Comment vous trouveriez l'équilibre entre l'universel et le relatif ou le spécifique? Alors, j'ai quelquefois utilisé la présentation que faisait Henri Atlan des niveaux de l'éthique. Il disait en fait, il y a plusieurs manières d'appréhender l'éthique. Il y a au premier niveau, au fond, on est assez facilement d'accord. Et mal, ce qui me fait mal. Ce qui fait mal est mal. Donc, c'est le niveau de la souffrance. La souffrance, c'est le premier universel. C'est-à-dire que c'est le niveau où un large consensus peut s'établir parce qu'il y a souffrance. Ça amène dans le domaine juridique à ce qu'on appelle l'humanitaire, c'est-à-dire avec une base morale, une sorte de morale de l'indignation. Et ça, c'est quelque chose qui nous rapproche d'emblée. Mais c'est quelque chose en même temps de fragile. Et je dirais que cette morale humanitaire, elle se prête à beaucoup de manipulations. Elle risque d'arriver à des déformations, à une sorte de chantage au sentiment. Donc, il y a un deuxième niveau qui est le niveau où les expériences de la souffrance et du plaisir sont projetées dans l'espace et différées dans le temps grâce à la mémoire et grâce au mécanisme de la mémoire. Alors ça, c'est là qu'arrive le particulier. C'est là qu'arrivent les systèmes de valeurs et de normes qui dépendent de l'histoire de chaque communauté. Et alors, la question que pose Atlan, et à mon avis, elle est renouvelée par les débats actuels, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'il y a un troisième niveau qui serait méta-éthique? Et là, de ce troisième niveau, s'il doit être en surplomb, et lui, il pense que ce troisième niveau, il va se dégager de la diversité des pratiques. Donc, il rejoint un petit peu la conversation qu'on vient d'avoir sur
la traduction d'une pratique à l'autre et donc la diversité qui peut engendrer quelque chose de nouveau. Mais je pense que ce qu'il n'a pas évoqué dans ces 3 niveaux de l'éthique, c'est la question qui est posée à l'heure actuelle d'une communauté mondiale qui serait émergente et qui ne peut pas être une communauté fondée comme les communautés nationales sur une mémoire commune, parce qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas de mémoire commune, il n'y a pas d'histoire. Les historiens essayent de lancer des histoires mondiales, mais disons dans la culture populaire, il n'y a pas une histoire mondiale qui permettrait d'enraciner une communauté mondiale. Donc, s'il doit y avoir communauté mondiale, c'est par projection sur l'avenir et pas sur le passé. C'est parce que, par exemple, face au changement climatique, une partie des humains commence à prendre conscience du fait qu'on aura le même destin. Si on arrive à réduire le réchauffement climatique, soit on n'y arrive pas, mais on aura le même destin. Donc, peut-être il y a la naissance là d'un sentiment d'appartenance, la naissance ou la renaissance, parce qu'en philosophie, c'est quelque chose de beaucoup plus intégré déjà, mais le sentiment d'appartenir à une sorte de vaste famille humaine, c'est le mot qui est d'ailleurs employé dans la déclaration, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, s'il y a une communauté mondiale en émergence, elle se construira plus sur l'anticipation et en vue d'un destin commun que sur l'histoire. Alors, on commence à voir circuler des récits d'anticipation et c'est pas forcément rassurant parce que présent à l'heure actuelle, surtout pour les jeunes générations, c'est la collapsologie, c'est-à-dire le récit du grand effondrement. Et ça, c'est quelque chose qui est redoutable. D'abord parce que il peut engendrer le risque d'engendrer des sociétés de la peur, construites sur la peur, avec tous les risques que la peur implique. Et puis, ce récit du grand effondrement, il risque aussi de légitimer un deuxième récit qui est inspiré peut-être d'une certaine manière du modèle chinois, avec le programme, plus qu'un projet, un programme qui commence à se mettre en œuvre des nouvelles routes de la soie, avec un ensemble qui dépasse largement le droit, mais qui comprend aussi des normes juridiques. Et puis, on peut aussi se demander dans quelle mesure la crise sanitaire autour de la pandémie n'a pas rapproché de ce récit que j'appellerais le grand asservissement, c'est-à-dire que si on veut faire face au danger, tout à l'heure, il y a un instant, Barbara disait il faut faire attention au discours catastrophiste qui risque de nous entraîner là où nous ne voulons pas aller. En effet, mettre l'accent sur le grand effondrement, ça risque de nous faire arriver au grand asservissement, c'est-à-dire à un système qui ne ressemble plus du tout à l'état de droit. Alors, comment faire pour que, sans État mondial, sans avoir à créer un État mondial qui risquerait de tourner en dictature, comment faire pour faire passer l'état de droit, l'esprit de l'état de droit, l'esprit des pouvoirs et des contre-pouvoirs à l'échelle mondiale. Et là, je crois que il faut que les gens de bonne volonté travaillent à imaginer un récit qui ne soit ni l'effondrement ni l'asservissement, mais quelque chose qui implique peut-être une sorte d'aventure. C'est pas un programme, c'est pas une catastrophe, c'est une aventure à explorer ensemble autour de ce qui nous entoure, ce qui nous constitue en communauté. Donc là, il me semble qu'on est un peu au pied du mur pour imaginer alors ce que un des poètes que j'aime bien citer, qui est Édouard Glissant, appelle la mondialité, c'est-à-dire transformer la mondialisation sauvage en une sorte de mondialité apaisée. C'est ce qui pourrait nous projeter dans l'avenir en tant que communauté, mais une communauté de destin, et pas une communauté historique.
proprement parler. Je ne sais pas si vous êtes... Mais l'une et l'autre, vous avez déjà contribué à travailler à l'échelle nationale, mais le symbole va bien au-delà. Barbara Cassin en Afrique du Sud, mais ça concerne l'Amérique du Sud, ça concerne d'autres pays. Et vous, Mireille Delmas-Marty, par la réflexion sur le parquet européen ou sur le traité constitutionnel européen sur lequel vous avez travaillé, d'une certaine manière, vous avez déjà, de manière très pragmatique, mais aussi avec comment dire, une visée qui va au-delà du territoire concerné, à une façon de dire ou une façon de permettre à ceux qui parleront, qu'ils soient bourreaux ou victimes, pour employer ces termes, ou de vivre ensemble ultérieurement et de créer un pays où il est possible de cohabiter. Moi, je voulais, si vous permettez, revenir un instant sur ce que Mireille vient de dire par rapport au récit. J'ai beaucoup de méfiance par rapport à ça. L'idée que nous pouvons construire un récit ensemble, en commun, qui va permettre d'harmoniser les différences ou de les faire vivre ensemble, etc. Tous ces termes me font horriblement peur. Et quand vous dites c'est un récit qui va vers le futur, parce qu'au fond on n'a pas de passé commun, mais si on a un passé commun qui est justement un passé de récit, c'est-à-dire que si on regarde bien, on a tous des mythes partout. Il y a les mêmes genres de mythes autour de la Terre, de Gaïa, des ancêtres, de comment ça se passe, de ce que c'est qu'un humain. Vous voyez la notion même d'humain, la notion même de terre-mère, elle arrive partout. Bon, qui est le Père, le ciel, ou bon, peut-être, enfin bon, peu importe. Mais je veux dire, partout, on a des récits qui vont être plus ou moins analogues, et bon, les structuralistes, et Lévi-Strauss évidemment, le premier, leur ont montré avec beaucoup d'intelligence, quand il s'agit d'Escola, par exemple, qui reprend ça en reformatant l'ensemble des choses. Bon. J'ai peur parce que pour moi, le récit, c'est quand même lié au storytelling et au fond lié à l'Amérique d'aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui vient de nous arriver comme ça, partout, mais pas venant de nulle part. Oui, mais j'ai envie de vous dire, il y a récit et récit. Ben oui, mais alors justement, parlons-en. Il s'agit de récit-programme, le récit qui entend prescrire. C'est juste aussi en ce qui concerne le récit catastrophe, le récit qui entend prédire. Quand je parle de récit aventure, c'est justement refuser tout ça. D'accord. C'est refuser de prescrire, c'est refuser de prédire, c'est apprendre à accueillir l'imprévisible tel qu'il se produit quand il se produit. Donc peut-être que le mot récit est pas bon, peut-être qu'il ne faut pas employer dans ces différents cas le même mot. Et ce qui me paraît très important, c'est la part prise de plus en plus par l'imprévisible, et prétendre prédire l'imprévisible ou prétendre prescrire comment se comporter dans l'imprévisible me paraît, comme à vous, quelque chose de dangereux. Mais comment faire alors ce que j'appelle le récit aventure, c'est donc apprendre à accueillir l'imprévisible quand il se produit et garder sa liberté de manœuvre. Et ce qui me fait peur avec les deux récits, le grand effondrement, le grand asservissement, c'est moi qui emploie le mot asservissement, il n'est pas affiché bien sûr, mais je vois bien que c'est vers cela qu'on va, une sorte d'infantilisation des humains qu'on a commencé à vivre un peu avec la pandémie et avec auquel le mot récit, si vous me permettez, participe. À mon avis, cette espèce de pulvérisation de storytelling et d'exigence de récit participe à l'infantilisation. Alors, c'est peut-être le mot qu'il faut garder uniquement pour les récits
asservissement, effondrement. Oui. Et ce que j'appelle récit aventure, il faut peut-être lui trouver un autre nom. Aventure, c'est bien. On peut enlever récit. L'aventure, voilà. Oui. L'aventure humaine. Pour que continue l'aventure humaine, y compris dans ce qu'elle a d'imprévisible et d'indéterminé. Moi, depuis longtemps, je pense que quand on s'interroge sur la notion d'humain, il y a quelque chose qui me paraît essentiel dans ce qui est humain chez l'homme, c'est l'indétermination, c'est l'imprévisibilité, c'est l'incertitude, c'est le fait que différentes voies restent ouvertes. Et la crainte que j'ai, c'est devoir utiliser les nouvelles technologies pour réduire cette indétermination, nous guider vers une sorte de formatage de l'espèce humaine. Oui, alors, ça facilitera la survie de l'humanité de transformer les humains en une sorte de société d'abeilles ou de fourmis où chacun a sa place, chacun est content et c'est un peu le totalitarisme doux que décrivait déjà Tocqueville au XIXe siècle. Donc, il y a quelque chose à chercher dans ce domaine-là pour garder intacte notre indétermination, notre imprévisibilité. Et à la limite, ce que je vois se mettre en place avec la pandémie, ce sont des structures qui tendent à réduire cette part d'imprévisible et d'indéterminé. Et c'est aussi ce qui nous menace avec le post-humanisme et avec un certain usage pervers ou uniformisant de l'intelligence artificielle. Donc là, je crois qu'effectivement, il y aurait au croisement du droit de la philosophie quelque chose d'important à arriver à faire passer comme message. C'est pas évident. Oui, peut-être qu'on pourrait dire, c'est ce que vous appelez aventure. Moi, j'appelle ça en référence à l'Odyssée et en référence à Homère, passer là où on passe pas, passer là où ça ne passe pas. C'est la caractéristique de l'homme. Hein. Pantoporos, aporos. Là où ça passe pas, on y va quand même et ça passe. Oui, ça c'est très beau, effectivement. Et donc c'est ça, je me retrouve quand vous parlez d'aventure, quand je le pense comme ça. Oui, alors on peut enlever le mot récit, effectivement l'aventure en elle-même suffit. Et passer là où ça ne passe pas, aller là où on n'est pas attendu, c'est ce qui nous reste d'indétermination, oui. De liberté, mais surtout ne pas chercher à tout prévoir et à tout prescrire. Mais peut-être que ça nous permettrait de dépasser aussi cette opposition binaire entre le relatif et l'universel. Absolument. Il y a quelque chose d'universel dans ce que nous venons de dire. Nous parlons de l'humanité, de l'humain en tant que catégorie pouvant se constituer comme tel. Alors, peut-être l'autre volet, vous avez évoqué Philippe Descola il y a un petit instant, l'autre volet, c'est comment traiter la question humain-non humain. Parce qu'on traite depuis longtemps la question humain-inhumain. De certaine manière, le crime contre l'humanité, c'est l'interdiction de l'inhumain. Mais comment penser le monde sans utiliser justement des récits comme la Terre-Mère, le récit Gaïa, comment se représenter ce monde dans la relation des humains et des non-humains. Parce que d'une part, l'homme n'est pas en position de surplomb, là je crois que Philippe Descola a raison de souligner, l'homme n'est pas en position de surplomb, il n'est pas le maître de la nature, du non-humain, il fait partie de la nature, il est une des composantes de la nature, mais il n'en est pas le propriétaire. En même temps, on ne peut pas dire qu'il y a un continuum total entre l'animal et l'animal le plus proche de l'homme et l'humain. Parce qu'il y a quand même, me semble-t-il, une différence majeure. C'est en réalité cette indétermination beaucoup plus grande chez l'homme que chez l'animal. Et cette responsabilité finalement. L'homme est le seul être responsable. Quand on dit on va reconnaître
des droits à la rivière, puisqu'il y a maintenant dans les procès climatiques des procès qui sont intentés au nom des droits d'une rivière de ne pas être polluée, des droits d'une forêt de ne pas être exterminée, si on ose dire. En fait, ce sont des droits qu'on reconnaît, mais ce ne sont pas des personnes au sens juridique, parce que si la rivière inonde un village, on ne va pas la poursuivre en justice. Donc, il n'y a pas de symétrie possible. Pour qu'il y ait une symétrie, il faut qu'il y ait une responsabilité, donc une indétermination. Et là, je crois que ça serait important de creuser avec justement des anthropologues comme Philippe Descola qui pensent sur ces questions-là. Il y a un continuum pas tout à fait entre l'humain et le non-humain. En même temps, l'humain n'est pas en position de maîtrise du non-humain. Donc, je m'exprime peut-être pas très clairement, mais parce que la question n'est pas claire. Elle me paraît très très bien instruite de manière grecque par Aristote, si vous voulez. On est en plein dans. Enfin, je pourrais en aristotélicien reprendre avec des mots d'Aristote ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'homme est un être cosmique parmi le tout du cosmos, entre ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler animal, ce qu'on peut appeler plante, etc. Entre les ordres différents, il fait partie du cosmos, et donc c'est un être qui est au milieu de. Et c'est d'ailleurs ça sa caractéristique, c'est d'être au milieu. Mais en même temps, il n'est pas maître et possesseur. Simplement, il a une caractéristique que rien du reste n'a. C'est la définition aristotélicienne de l'homme. L'homme est un animal doué de logos. Bon, alors il parle. Le logos qui rend possible la responsabilité. Absolument, on peut dire ça, mais moi j'ai un peu, enfin je ne sais pas. J'ai toujours un tout petit peu plus de doutes. C'est-à-dire que moi je me demande si mon chat n'est pas un peu responsable d'un tas de choses. Notamment, peut-être responsable. Hein? Je sens peut-être responsable plus qu'on l'imagine. Voilà, j'imagine très bien qu'un chat est assez responsable, un chien, par ailleurs, un cheval, ô combien. J'ai déjà vu des chevaux responsables. Mais vous n'allez pas leur faire un procès quand même. Oui, enfin ça s'est fait. On l'a fait. On a pu le faire. Mais bon, effectivement, je leur ferai pas un procès, c'est vrai. Je vais pas faire un procès à mon chat. Mais je ne le considère pas comme irresponsable et peut-être que c'est la petite part de logos qu'il a. Hein, quand il me répond, c'est peut-être pas sans lien. Je voulais juste signaler qu'il vous reste un peu plus de 5 minutes et donc c'est à vous de voir si vous avez plutôt envie de parler de ce que vous aimez beaucoup l'une et l'autre, la parole des poètes, les métaphores et les images, ou plutôt d'autres sujets sur lesquels vous voudriez revenir. Voilà. Je voudrais juste dire que sur les points qu'on vient d'aborder qui sont difficiles, on s'est éloigné apparemment beaucoup du rôle du droit dans tout ça. Et en fait, ce qui nous ramène au droit, c'est l'idée de responsabilité qu'on a évoquée et peut-être l'idée qu'il faut repenser les grandes catégories personnes et choses, personnes et biens. On est un peu obligé de le faire et c'est pour ça que je crois qu'un des horizons possibles dans le champ juridique, pour que le champ juridique soit au plus près des questionnements actuels, c'est donner sens à ce concept de bien commun mondial. Je ne reviendrai pas sur la notion de vivre ensemble qui a été évoquée très rapidement, parce qu'à l'heure actuelle, elle me paraît encore difficile à penser du point de vue juridique. Mais en revanche, la notion de bien commun mondial peut éviter des approximations, je dirais, sur la notion de responsabilité de personne. C'est tout ce que je voulais ajouter. Sinon, bien sûr, je pense que Barbara et moi, on est prêts à répondre à votre dernière question.
mais qui est une question, pas vraiment une question d'ailleurs, parce que vous aimez l'une et l'autre, les métaphores, la contemplation de la mer, la sensation du vent, mais aussi l'amour des mots, de la pluralité du sens des mots, mais vous l'avez développé l'une et l'autre. Babel, la poésie et l'échange. Voilà. Moi, je pense que vous avez illustré aussi l'une et l'autre à quel point il y a une pensée du droit et à quel point la lecture du droit, ce que Barbara a appelé à la fois les normes et les cas, le droit comme la médecine, est une source d'inspiration et qu'il y a en quelque sorte pas vraiment de coupure entre les deux disciplines. C'est banal de dire ça, mais c'est pas si neutre que ça quand même. Cette capacité que vous avez de dialoguer l'une et l'autre en philosophe et en juriste, mais en juriste philosophe et en philosophe juriste. J'aimerais bien être philosophe juriste. Je ne connais pas assez de droit pour ça. Non, je ne connais pas assez les œuvres philosophiques pour être juriste philosophe. Quand on vous lit, les philosophes sont très souvent présents, que ce soit Tocqueville, Nietzsche, Montesquieu, et Barbara, quand vous avez travaillé en Afrique du Sud, mais aussi les maisons de la sagesse, c'est une approche qui convoque aussi le droit. Bon, tout ça pour dire, voilà, c'est aussi une illustration des principes sur lesquels vous avez échangé, de la perméabilité, de la traductibilité des disciplines. Oui, je veux dire, pour répondre un peu par le biais peut-être à votre question, c'est que quand je réfléchis sur tout ce qui bouge dans le droit actuel, j'ai insisté tout à l'heure sur un droit qui est en mouvement permanent, c'est souvent en dehors de la sphère juridique que je trouve ou des mots, ou des concepts, ou des images qui m'aident à penser ces phénomènes. Et je ne peux pas les penser uniquement avec le langage, les métaphores, les images habituelles qu'on utilise dans le champ juridique. Par exemple, j'ai beaucoup médité sur les tableaux de Vera da Silva. Parce que Vera da Silva, elle a des tableaux extraordinaires qui sont extrêmement complexes. Ce sont des grandes villes ou des bibliothèques qui donnent l'impression de quelque chose d'assez compact, mais il y a toujours quelque part dans ces tableaux ce qu'elle appelle dans l'un de ces tableaux l'issue lumineuse. L'issue lumineuse, c'est une ouverture sur autre chose. Et je crois que ce qui est important par rapport à une société qui devient de plus en plus compliquée au lieu d'être complexe, c'est cette ouverture qu'il faut essayer de garder, comme justement ça nous ramène à l'indéterminé, à l'imprévisible. Il faut garder une place pour ça, et c'est plus facile de trouver des images ou des modes d'expression et des images chez les peintres, des modes d'expression chez les poètes. Pour parler de la mondialisation à l'heure actuelle, j'ai employé l'expression de Glissant, la mondialité. J'emploie aussi volontiers, quand j'explique ce que c'est que le pluralisme ordonné, c'est faire une sorte de bricolage entre le national et l'international et le supranational. J'aime bien la formule de Glissant qui parle de la pensée du tremblement. Le tremblement, il a une belle explication, une belle définition. La pensée du tremblement, ce n'est ni crainte ni faiblesse, mais l'assurance qu'il est possible de durer et de grandir dans l'imprévisible. Et je trouve que là, avec des mots qui sont pas du tout des mots du langage juridique, il arrive à nous donner une description assez concise du mode de pensée qui serait adapté à la phase actuelle. Donc, je crois effectivement qu'on a besoin
enfin moi j'éprouve le besoin d'exprimer autrement que par le langage, et là pas forcément le logos, exprimé par la peinture, exprimé par des représentations, des installations même. Actuellement, je travaille sur une boussole des possibles que nous faisons à deux avec un ami plasticien, qui est une installation qui essaye de traduire dans la matière l'idée des vents contraires qui soufflent sur le monde et l'idée que ces vents contraires, il est possible de les stabiliser sans les immobiliser. Le message qu'on entend faire passer avec cet objet insolite, qui fait à l'heure actuelle quelque chose comme 4 mètres de haut, va être installé prochainement dans un centre de rencontre dans le centre de la France. Et l'idée que seule la matière peut donner à voir, c'est l'idée que il est possible de stabiliser nos sociétés sans les immobiliser. C'est un peu le contraire de ce qui est en train de nous arriver, où nous sommes déstabilisés et immobilisés. Donc c'est un peu l'inverse. Il serait souhaitable que la boussole, l'idée de la boussole, c'est pas d'indiquer un pôle nord fixe, c'est d'avoir un centre d'attraction qui permet de continuer la route sans immobiliser les hommes, mais en stabilisant les sociétés. Donc je crois que tout ne passe pas par le langage juridique, et dans le langage, tout ne passe pas par le logos lui-même, mais par d'autres façons d'exprimer, de nous représenter le monde actuel. Enfin, logos, ça ne veut jamais dire que A sur B égale C sur D, c'est-à-dire une mise en rapport. Donc ça marche avec Vera da Silva dont vous parliez, et probablement très bien avec la boussole, et très bien avec la poésie. Mais ce que je voudrais dire, peut-être le mot qui nous croise, qui croise les deux pratiques, c'est le mot de jugement. Juger, c'est le pas en arrière que nous réclamons en philosophie pour se déprendre et laisser passer, faire en sorte qu'on puisse encore passer. On fait un pas en arrière qui est de l'ordre de « que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Quand Hannah Arendt dit que le jugement, c'est la faculté politique par excellence, pour moi, ça rejoint votre travail aussi, ça rejoint votre œuvre. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est politique que de faire la place du jugement comme permettant un recul et donc permettant de passer. Une pause et un recul. Voilà. Ouais. Que pensez-vous de ce que vous voyez, effectivement? Pour ceux qui le souhaiteraient, je signale que sur à côté de la diffusion de la conférence, de la leçon de conclusion au Collège de France, vous pouvez voir un petit film sur la boussole. Mais ce que je vous propose à l'une et à l'autre, après ces deux très belles métaphores, et puis cette question majeure, que pensez-vous de ce que vous voyez? Oser être soi-même et oser juger par soi-même. Je vous propose de conclure cet entretien et je voudrais surtout vous remercier vivement l'une et l'autre de vous être prêtés généreusement à cet exercice. Merci beaucoup Barbara Cassin, merci Mireille Delmas-Marty. Merci Mireille aussi.